Quelle commission électorale pour les élections crédibles et transparentes en RDC? Le thème de cette conférence évoque une question d'actualité en République démocratique du Congo. Le débat de ce jour permettra de nourrir la réflexion sur les réformes souhaitées et attendues au niveau de la CENI pour prétendre un jour avoir des élections réellement transparentes au Congo-Kinshasa. Le professeur Augustin Kitete Kumba Omombo disait « Voter, c'est décider. Voter, c'est choisir. Un peuple qui vote, mais qui ne décide pas, n'est pas libre. Il doit se battre pour que sa volonté exprimée lors d'un vote soit acceptée et respectée par les dirigeants. Une élection permettant aux citoyens de se décider sur le choix de leurs dirigeants doit être bien préparée, elle doit être bien gérée et surtout être organisée en toute transparence. L'organisation et la tenue d'élections constituent des moments importants dans la vie démocratique de toute nation. Dans une démocratie, le peuple est le seul détenteur du pouvoir. Ce principe est réaffirmé à l'article 5 de la Constitution congolaise, selon lequel la souveraineté nationale appartient au peuple, tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection. On voit bien qu'au Congo, la relation entre les gouvernants et les gouvernés est déterminée par la question des élections. Au terme de l'article 211 de la Constitution congolaise, complété par la loi organique du 19 avril 2013, modifiant et complétant celle du 28 juillet 2010, la Commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation et la gestion des élections. Depuis sa création, cette commission électorale a organisé 3 élections. En 2006, en 2011 et en 2018. Celle de 2018 a même permis une première alternance démocratique et pacifique du pouvoir avec l'avènement du président Félix Tshisekedi au sommet de l'État. Mais qu'il s'agisse des élections de 2006, celles de 2011 ou de 2018, il est régulièrement reproché à la commission électorale de dépendre d'une volonté politique obscure et d'être un organe spécialisé en braquage électoral. S'agit-il là d'un problème structurel ou simplement d'une question liée au profil des animateurs de cette institution? Telle est la problématique de cette conférence débat qui mérite d'être analysée dans toute sa globalité. La commission électorale joue un rôle capital dans la construction et la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo. L'heure est peut-être arrivée pour faire le bilan de notre système électoral, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et de s'engager dans une dynamique de réforme nous permettant d'éviter toutes les erreurs du passé. Dans le cadre de ces bilans, mon intervention de ce jour portera sur la problématique de l'indépendance de la commission électorale et des élections crédibles et transparentes. Elle sera articulée en 2 points. Il s'agira d'une part des conditions pour la tenue d'une élection crédible et transparente, et d'autre part
de l'indépendance de la Commission électorale nationale, gage d'une bonne élection. Mais avant d'aborder ces deux points, je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui ont contribué directement ou indirectement à la réussite de cette journée. Mes remerciements vont ensuite à chacun et chacune de vous pour être venu débattre avec nous. Car malgré le contexte difficile que nous traversons, vous avez décidé d'être là. Enfin, en même temps que je lui rassure mon amitié, je remercie Paul pour cette conférence commune sur cette question d'actualité. Lui qui est candidat à la présidence de la CENI nous dira pourquoi et comment il est différent avec ceux qui ont dirigé cette commission depuis sa création. Mais si vous me demandez de définir Paul en des mots, je vous dirai tout simplement courage et détermination. Avec courage, Paul a mené un combat sans faille pour défendre les libertés individuelles et les droits fondamentaux des Congolais. Avec détermination, Paul a résisté depuis le régime de Mobutu à toute intimidation, à toute menace et à toute sollicitation obscure. Depuis qu'il a choisi de faire de la défense des droits de l'homme un combat de sa vie, Paul est resté le même. Il mène ce combat avec conviction et non par simple nécessité. Il est de ce point de vue une des rares personnes qui peuvent résister à la corruption qui caractérise la commission électorale. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Je ne peux terminer mon point liminaire sans avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont perdu la vie, car réclamant les élections crédibles et transparentes et une CENI réellement indépendante. Ces personnes méritent notre respect. Elles sont pour nous les grands esprits, et aux grands esprits, la partie doit toute sa reconnaissance. Voilà pourquoi, avec votre autorisation, je vous invite à vous lever et à observer une minute de silence à leur mémoire. Merci. La question des élections renvoie à celle de la démocratie, notamment à un des aspects de la démocratie qui est celui de l'origine du pouvoir. Dans une démocratie, le pouvoir vient du peuple. De nos jours, les élections sont une des caractéristiques essentielles hautement valorisées des régimes à prétention démocratique. D'après Maurice Duverger, l'élection est la base du modèle démocratique. Dans la mesure où un gouvernement qui ne repose pas sur l'élection des citoyens n'est pas un gouvernement démocratique. Dans cette même optique, Jean Jiquel et Jean-Louis Essambo considèrent les élections comme le mode normal de désignation et de révocation des gouvernants par les gouvernés, c'est-à-dire les processus démocratiques de légitimation du pouvoir. L'élection est ainsi un moyen par excellence qui sert de thermomètre, non seulement pour avoir une idée sur l'existence des libertés individuelles et des droits fondamentaux dans un pays, mais aussi et surtout de leur respect par les autorités.
par les élections, le peuple, dans une démarche rationnelle, prenant en compte son intérêt et celui de la communauté, choisit les plus aptes à gouverner la cité. Mais, pour être crédibles et transparentes, les élections dépendent de qui les organise, de comment elles sont préparées, de comment elles se déroulent et aussi de comment les différents contentieux qui en découlent sont gérés par les juges. C'est-à-dire que la transparence d'une élection dépend de tout ce qui se passe avant, pendant et après. La phase préparatoire doit être gérée en toute transparence. Il en est de même de toutes les opérations de vote et de dépouillement. Et la gestion par un juge indépendant des contentieux qui découlent d'une élection. Toute gestion opaque d'une de ces phases conduit facilement à la fraude et au tripatouillage, ce qui ne permet pas l'acceptation des résultats par les autres candidats et surtout par la population. C'est une gestion qui conduit à des crises interminables et à la contestation de la légitimité des élus. Actuellement, en RDC, les élections sont régies par la Constitution du 18 février 2006, complétée par plusieurs lois, dont la plus importante est la loi électorale du 12 février 2015, modifiant et complétant celle du 9 mars 2006, qui a été modifiée et complétée par celle du 25 juin 2011. Ce cadre légal est en théorie éclairé par les standards internationaux, tels que la Déclaration des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, la Déclaration de Bamako, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l'Union africaine, etc., etc. Mais malgré ces références à ces standards internationaux, les élections crédibles et transparentes sont toujours introuvables au Congo-Kinshasa. La gestion des élections, au lieu d'être neutre et impartiale, elle est toujours politisée, voire instrumentalisée. Ainsi, parlant des élections en RDC, Jean-Claude Willam, dans un article intitulé « Ébullition électorale au Congo », affirme que les élections dans ces pays, c'est toujours où tu gagnes, mais jamais où tu gagnes, où tu perds. L'idée de perdre une élection par celui qui contrôle l'administration électorale est envisageable en RDC. Cette affirmation rappelle les propos de l'ancien président du Congo-Brazzaville, Pascal Lissouba, qui disait qu'en Afrique, on n'organise pas les élections pour les perdre. Une élection électorale qui semble être apprise d'une manière professionnelle par les dirigeants de notre Congo. On ne peut pas organiser des élections crédibles et transparentes quand les derniers recensements de la population datent de plus de 35 ans et les cartes d'identité n'existent pas. Sans connaître avec exactitude le nombre de la population et par voie de conséquences, celui des électeurs potentiels, comment prétendre avoir un fichier électoral fiable pour organiser des élections honnêtes et crédibles? Dans un pays où les fichiers d'état civil sont tenus dans des conditions particulières, où un acte de naissance peut être facilement obtenu par n'importe qui, comment peut-on avoir un fichier pouvant crédibiliser une élection? Avant les élections de 2006, la RDC ne disposait d'aucun fichier électoral. Le législateur avait jugé bon
de procéder par l'enrôlement des électeurs pour constituer des fichiers et identifier les électeurs potentiels. Déjà en 2006, cette procédure d'enrôlement avait révélé des failles majeures avec la délivrance des cartes d'électeurs, même aux personnes fictives. La même procédure d'enrôlement a été utilisée en 2011 et en 2018, toujours sans carte d'identité. Elle a donné lieu à un fichier électoral contesté en 2011 et en 2018 par les différents acteurs. Mais au lieu de procéder chaque fois à un enrôlement souvent mal réalisé, sans transparence, et conduisant à la délivrance des cartes d'électeurs, même aux mineurs, aux étrangers, voire même aux morts, il faut plutôt penser à un recensement général de la population, permettant entre autres de donner au pays un véritable outil de base pour la planification des politiques publiques. En procédant par un recensement général de la population, couplé avec l'établissement d'un état civil fiable et actualisable régulièrement, le pays obtiendra facilement un fichier électoral fiable pour les élections transparentes et apaisées. À ce sujet, une proposition de loi a été déposée au bureau de l'Assemblée nationale par le député Christophe Lutundula depuis une année. Elle est restée dans les tiroirs jusqu'à ce jour. Au sein de la coalition FCC-CACH, certains affichent une volonté de changement. Ils tiennent à cette réforme du système électoral. Ils veulent qu'elle puisse avoir lieu. Mais d'autres, en revanche, veulent garder les choses telles qu'elles sont aujourd'hui pour des raisons que chacun de vous peut facilement deviner. Les élections peuvent aussi être moins coûteuses. Les outils de la nouvelle technologie peuvent servir dans ce sens. Mais il faudra d'une part l'honnêteté des hommes chargés de les manipuler et d'autre part bien former les agents pour l'usage de ces outils. Toutes ces possibilités peuvent être étudiées. Rien ne peut être exclu dans un monde qui se développe et qui va vite. Il suffit de choisir le moindre mal. Réformer la CENI, c'est rechercher son indépendance pratique et non pas théorique. C'est la rendre impartiale et neutre. C'est aussi se demander sur sa redevabilité compte tenu des attributions qui nous sont confiées. C'est rechercher l'intégrité de ses membres et toutes les garanties de transparence dans sa gestion et dans son organisation. Dans sa configuration actuelle, la CENI est composée de 13 membres. 3 seulement viennent de la société civile et les 10 restants représentent le parti politique. Une telle composition favorise l'influence politique sur les décisions de la CENI. Il est difficile d'avoir la neutralité et l'impartialité recherchées. À cette composition majoritairement politique s'ajoute la problématique de la désignation du président de la CENI par les confessions religieuses, sur le fondement des critères qui ne sont pas clairement connus de tous. C'est une désignation qui semble dépendre beaucoup plus des caprices des uns et des autres et des critères à géométrie variable. C'est d'ailleurs cette situation qui a justifié les dernières marches de contestation qui ont été observées dans les rues de Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays. Sans une commission électorale indépendante, il est difficile d'espérer les élections réellement transparentes. Devant une telle situation, avec des élections souvent chaotiques et sources de crise, on ne peut pas en toute conscience dire observons et avançons seulement.
Mais nous devons en toute responsabilité nous engager dans une dynamique de réforme permettant à la fois d'éviter une situation de chaos permanent et ouvrir la voie à la stabilité politique et à la paix durable au Congo. Dans une étude comparative des élections en Afrique ou la gestion des élections en Afrique, nous avons 3 modèles de commissions électorales. Nous avons d'abord les modèles semi-politiques, qualifiés parfois d'hybrides, que nous avons chez nous au Congo, composés d'une association des membres venant de la société civile et des partis politiques. Au Cap-Vert, par exemple, où ce modèle est utilisé, les principales fonctions du processus électoral sont réalisées par le gouvernement sous la surveillance d'un organe indépendant. C'est aussi un modèle qui a été expérimenté par le Sénégal avant de changer, avant de réformer. On a ensuite le modèle politique, dans lequel la gestion des élections relève d'une institution qui est indépendante du gouvernement, mais essentiellement ou entièrement composée des représentants des partis politiques. C'est le cas du Bénin. Enfin, il y a le modèle qu'on appelle d'experts ou apolitiques, dans lesquels la gestion relève d'un organe indépendant dont les membres sont choisis par leurs qualités personnelles, leur expérience professionnelle et leur intégrité. C'est le cas du Ghana, du Nigeria et de Sierra Leone. Dans tous les 3 modèles, le système de désignation des membres varie d'une façon significative, tant sur le plan des droits que sur le plan pratique. Mais c'est la manière dont les membres sont désignés que souvent ces commissions arrivent à organiser des élections apaisées et avec des résultats acceptés par la population. Cette étude révèle un avantage sur le modèle apolitique. L'étude démontre que les pays qui ont expérimenté ces modèles ont réussi à organiser les élections apaisées et moins contestées. L'absence des représentants des partis politiques au sein de la commission diminue toute influence politique des décisions qui sont prises par la commission. C'est vrai. On peut dire qu'il faut choisir ces modèles pour la RDC. Mais est-ce que le choix du modèle suffit? Je dirais non. Le problème du Congo, c'est un problème d'hommes. Parce qu'on peut avoir un modèle apolitique, mais il faut aussi avoir des hommes honnêtes et intègres. Toute institution est une œuvre humaine. Et le faut, c'est que valent les hommes qui l'organisent et la dirigent. Elle est orientée par la volonté politique. On ne peut pas demander à une institution d'être intègre ou honnête, mais c'est le comportement des hommes qui doivent suivre et garantir cette intégrité. Qu'il s'agisse du modèle semi-politique, du modèle politique ou apolitique, tout dépend des personnes qui composent la commission électorale. De ce point de vue, avoir des élections crédibles et transparentes est une question de volonté politique. Et cette volonté qui a toujours fait défaut à l'RDC, ce qui explique toutes les irrégularités constatées depuis la création de la CENI. La réforme de la loi portant sur la CENI ne doit pas pour autant occulter d'autres réformes nécessaires. Il en est ainsi de la loi électorale elle-même qui a démontré quelques insuffisances. La question se pose sur le détour de l'élection présidentielle, permettant de donner au président élu une forte légitimité populaire qui ne souffre d'aucun doute. Le mode d'élection des gouverneurs et des sénateurs a démontré ses limites avec la corruption généralisée qu'il favorise. Il est aussi temps d'y réfléchir. La question du vote des Congolais de l'étranger
doit être posée avec le même intérêt. Il s'agit d'un droit et non pas d'une faveur qu'il faut quémander en se mettant à genoux. Être à l'étranger n'est pas ni un crime ni un péché. De l'intérieur ou de l'extérieur, on est tous Congolais et enfants d'une même maison. Autant de questions qui doivent attirer l'attention des autorités et qui nécessitent des réponses appropriées dans le cadre de ces réformes à venir, de tout ce qui précède. Et tenant compte de toutes les recommandations formulées tant par les acteurs politiques et les missions d'observation électorale lors de ces 3 cycles électoraux, des options sont devant nous. Soit on fait le choix de l'immobilisme et du statu quo et on garde les choses telles qu'elles sont, ce qui est une garantie pour l'instabilité politique et les élections toujours contestées. Soit on décide de s'engager dans une dynamique de changement avec des réformes du système électoral dans sa globalité, ce qui est une assurance pour les élections crédibles et la paix durable en RDC. Le président Félix Tshisekedi milite pour la construction de l'état de droit en RDC. Mettre en place une commission électorale neutre et impartiale pour les élections crédibles et transparentes, c'est aussi construire un état de droit. Et cela s'inscrit aussi dans sa vision du peuple d'abord. Car avec une commission électorale réellement indépendante, le peuple ne votera pas juste pour voter, mais il votera pour décider. Nous espérons que le président Félix Tshisekedi se battra avec la même détermination pour offrir aux Congolais des élections transparentes. Les élections pour lesquelles son parti et lui-même ont milité pendant plusieurs années. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la diaspora congolaise. Je vous remercie.